c'est donc l'heure du pour ou contre. Pour ou contre cette affirmation, la vraie priorité, c'est de responsabiliser les consommateurs plutôt que de réglementer fortement les entreprises. Qui s'y colle en premier? Mathieu, on se sacrifie. Pour ou contre, Merci. on ne développe pas tout de suite, on développera ensuite. Plutôt contre. Enfin, je pense que la responsabilité, elle doit être sur les entreprises et qui doivent embarquer justement leurs clients dans une histoire positive D'accord. pour favoriser les achats On va conscients. développer ensuite. Voilà, exactement. Victoire. Alors, j'ai envie de choisir la voie du milieu, mais plutôt contre. Et je vous expliquerai pourquoi. Laetitia. Plutôt contre. Thomas. Je serai plutôt pour, Alix, comme ça on Allez. s'ennuiera moins. Thomas, tu commences. Alors non, par contre, je vais pas commencer, je vais laisser mes compères démarrer avec leurs arguments contre, et puis j'essaierai d'abonder dans un sens différent pour nourrir le débat. Ok, très bien. Je peux démarrer. Victoire, ouais. Donc moi, au quotidien, mes actions professionnelles sont associées aux marques principalement, et le but c'est de générer de la transition là où il y a de l'argent, c'est-à-dire là où il y a l'impact le plus fort et la capacité à financer le changement. Donc les marques, les investisseurs, et évidemment le régulateur. On parle souvent du triangle de l'inaction, donc la société civile, les entreprises, l'État qui se balance la patate chaude de la responsabilité. Moi, j'ajoute la pierre financière parce que les investisseurs aussi sont responsables et qu'on les oublie souvent. Si on prend ces quatre piliers, je pense que le consommateur, c'est une des voies, mais ça n'est pas la priorité. Déjà parce que on s'est rendu compte à travers de multiples études que finalement, c'était le dernier levier d'action des marques. Malheureusement, parce que les déclarations citoyennes ne sont pas suivies d'actes d'achat qui sont en cohérence, c'est ce que vous avez dit en introduction. On a beau dire qu'on souhaite faire des achats écologiques, en fait, quand on est devant la réalité de sa fin de mois, c'est malheureusement la plupart du temps pas ce qu'on choisit. Il y a une question d'offre aussi, en termes en tout cas de mode esthétique sur l'éco-responsabilité qui correspond pas à tout le monde. Et donc, à mon sens, ce sont les entreprises qui doivent faire le premier pas, accompagné par un régulateur musclé, notamment sur les règles internationales et le protectionnisme européen qui nous permet de faire face à la montée en puissance des acteurs asiatiques et des États-Unis. Mais oui, donc globalement, je suis plutôt contre cette affirmation, bien que, et donc c'est le rôle de SCORE dont on va parler après, la sensibilisation et l'éducation citoyenne au plus jeune âge est fondamentale. Est-ce que c'est pas aux consommateurs d'orienter le marché, néanmoins? Je dirais que c'est vraiment un prisme français, voire un effet de bulle écolo dans lequel on peut être, nous, Parisiens, qui sommes privilégiés et qui avons cette conscience-là parce qu'on est informés. Mais la réalité, c'est que dès que vous voyagez un peu, vous voyez que la vaste majorité des consommateurs, en particulier les classes moyennes montantes dans les pays émergents ou en fort développement, sont absolument pas au fait de tout ça. Et c'est eux qui vont faire la consommation de demain et c'est eux qui drivent les comportements des marques, en tout cas pour l'instant, à l'étranger aussi. Donc, en tenant compte de cette réalité géographique, je dirais que sensibilisation, mais pas responsabilisation, en tout cas majoritaire. Peut-être pour essayer de nourrir le débat, et puis ensuite, Mathieu et Laetitia, vous pourrez rebondir, mais tout à l'heure, on évoquait aussi le poids du marketing dans les actes de consommation. Je pense que s'il y a autant d'investissements dans le marketing pour influencer les comportements d'achat, c'est bien que la clé est le consommateur et la consommatrice. Par ailleurs, il y a des exemples aussi de mouvements qui ont pu naître, alors en France ou à l'étranger par exemple, qui par un éveil citoyen sur certains sujets ont pu faire complètement basculer la stratégie des marques. J'ai souvenir par exemple il y a quelques années, ça avait été très très soudain au Maroc vis-à-vis de Danone, qui pour le coup est une entreprise française, sur certaines gammes de produits ou d'une vidéo tournée par deux mères de famille diffusée sur Facebook, tout un mouvement social avait émergé pour exiger de Danone de vendre ses produits au prix coûtant parce que notamment les yaourts devenaient trop chers pour une grande partie des familles marocaines. Et en l'espace de 2 mois, Danone avait dû accepter de vendre coûtant ses produits, ce qui est quand même assez rare pour une entreprise privée et lucrative, cotée en plus, comme Danone. Et donc, ça montre bien qu'il il existe des cas, même si je suis plutôt, je trouve très cohérent ce que Victor vient de dire, qui montrent que le consommateur peut vraiment être la clé pour infléchir le comportement des marques et des entreprises dans leurs pratiques et notamment de production. Moi, je veux bien rebondir sur ça parce que nous, on vient de lancer une pétition contre Apple, contre Windows et Microsoft. Apple, c'était dans un autre cadre dont je pourrais parler un peu plus tard, puisqu'on a obtenu 25 millions d'euros d'amende contre cette marque. Mais sur le cas Microsoft, qui est plus récent, on a une entreprise qui force le passage de millions de consommateurs à
passer d'un ordinateur qui était sur Windows 10 vers Windows 11, sachant que beaucoup d'ordinateurs ne sont pas compatibles. Donc, on a des ordinateurs qui, concrètement, ne peuvent pas passer et donc vont devenir victimes possiblement de cyberattaques. Et donc, ça va accélérer leur obsolescence. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une pétition avec beaucoup d'organisations qui a été aussi relayée en Europe, aux États-Unis. Et donc là, on a près de 45 000 personnes qui signent avec nous. Donc oui, cette pression citoyenne, Oui. elle exerce des résultats puisque la Microsoft s'est engagée à étendre des mises à jour de sécurité gratuites pendant 1 an. Et ce n'est pas suffisant parce qu'1 an, c'est rien. Et nous, on veut aller jusqu'à 2030. Néanmoins, Donc- vous avez répondu contre. Oui, mais du coup, c'est vrai, pour aller dans ce sens, c'est vrai que la pression citoyenne, elle est énorme. Quand le consommateur est bien informé, il peut faire changer l'offre. Et voilà, dans les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est vendre. Donc, si elles voient que la vente se fait dans un côté, elles vont plus y aller. Par contre, la priorité, ça reste la réglementation. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait des normes communes et des normes minimales, ce qui n'existe pas toujours. Par exemple, Microsoft, ils se permettent de faire ça, c'est parce qu'il n'y a aucune norme et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Aucune mise à jour de sécurité pendant 10-15 ans, ça devrait être une norme, ça devrait être la base. Et pourquoi c'est important et c'est la priorité? Parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est là qu'on va maximiser l'impact. Parce que si on attend que ce soit juste quelques marques qui, si elles trouvent qu'il y a un marché, des consommateurs motivés, en fait, c'est ce qui se passe depuis des années et on voit bien qu'on est face à un problème environnemental majeur. Donc, il faut qu'il y ait des normes minimales et ambitieuses parce que c'est le seul moyen d'avoir un impact maximal sur toutes les marques, qu'elles le veuillent ou non. Les produits doivent être durables et réparables. Après, il y en a qui vont faire encore mieux, qui vont être encore mieux disantes et tant mieux. Mais si on ne réglemente pas, en fait, on compte que sur la bonne volonté des marques. Et malheureusement, elles ne sont pas toutes pionnières, elles ne sont pas toutes à l'avant-garde de l'économie circulaire. Et on a un gros problème environnemental, on ne peut pas attendre. Mais bon, bien souvent, la réglementation est le résultat quand même de tout un cheminement qui part de consommateurs, d'entreprises qui s'allient aussi pour montrer qu'on peut faire différemment et arriver à la fin à une réglementation qui devient la même pour tout le monde. Peut-être Mathieu, dans un secteur encore un peu différent, celui de l'agriculture, l'alimentaire. Exactement. On voit énormément de pionniers qui ont commencé à investir avec cette notion de responsabilité en disant on a une chaîne de valeur, on doit accompagner nos agriculteurs qui sont finalement les premiers victimes du changement climatique. Et donc pour ça, ça va nous coûter cher. Parfois, on va le faire tout seul. On va prendre cet argent, on va prendre la responsabilité finalement de prendre intégralement le surcoût. Il y a aussi les tentatives de remettre, de finalement réimpulser ce surcoût sur le consommateur final, qui est compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a aussi ce manque peut-être de maturité de certains consommateurs et aussi le manque d'information finalement. Sur l'alimentation, c'est très complexe, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et des initiatives aussi collectives, de plus en plus, dans le secteur agroalimentaire, des initiatives aussi cross, c'est-à-dire on va avoir des acteurs du luxe, qui vont s'allier avec des acteurs de la distribution pour finalement partager les coûts, mutualiser les risques et passer à l'échelle sur ces logiques de transition. Et effectivement, très en accord avec vous sur le fait que ça doit être encadré de manière stricte. La réglementation doit jouer un rôle de garde-fou, puisque l'idée, c'est pas du tout de venir finalement impacter négativement la compétitivité des entreprises, parce qu'on parle finalement de souveraineté alimentaire et de viabilité de notre agriculture. Peut-être un élément qu'on a trop peu évoqué, Alix, depuis le début, c'est aussi le poids que peut jouer l'explosion des coûts pour des entreprises qui, ne se prémunissant pas, par exemple, des conséquences du dérèglement climatique et des rendements qui chutent. Ça peut être dans le coton parce qu'il faut beaucoup d'eau et qu'on commence à en manquer. Ça peut être évidemment dans des filières alimentaires avec, par exemple, dans des pays méditerranéens, des chutes de rendement énormes sur des arbres fruitiers, les olives, etc. Font qu'en rayon, on se retrouve avec des prix qui deviennent presque intenables pour les consommateurs. Ça peut être aussi géopolitique. Le début du conflit en Ukraine, on a eu des ruptures d'approvisionnement sur des chaînes de valeur qui ont fait que les coûts ont explosé. Et peut-être aussi que des marques se sont un petit peu surfé sur cette vague-là. Mais je pense aussi que des évolutions importantes qui peuvent s'opérer sont parfois liées à des contextes qui font que le modèle économique ne tient plus. Et ça, c'est pas tant lié à une pression des consommateurs ou une réglementation qui les contraint. Et justement, on va pouvoir approfondir un peu plus dans notre débat. C'est parti.